Le balado Saumon Québec est une présentation de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. La meilleure façon de nous soutenir et de rendre nos projets possibles, c'est de devenir membre. Cet épisode est présenté par WSP. Bonne écoute! Bonjour! On est vraiment content de vous présenter aujourd'hui le deuxième bloc du balado Saumon Québec qui sera sur la thématique des principales menaces pour le saumon atlantique. Ce bloc d'épisodes-là va présenter en 5 épisodes différents aspects, donc l'impact du réchauffement climatique, les périodes d'étiage, les espèces invasives, les menaces humaines, et on va aussi vous présenter différents aspects du travail de la FQSA. Je me présente Myriam Bergeron, je suis la directrice générale de la FQSA et j'ai le plaisir de co-animer cette nouvelle série. Et aujourd'hui, j'ai aussi la chance d'accueillir le commanditaire, le présentateur de ce bloc de nouveaux épisodes de la firme WSP Canada, donc Mélanie Lévesque, qui est gestionnaire de l'équipe provinciale d'écologie aquatique, et Alain Chabot, qui est directeur de programme de projet et spécialiste du saumon atlantique. Je fais un clin d'œil parce qu'Alain, je le connais quand même depuis plusieurs années, donc il est un grand spécialiste du saumon. Tout d'abord, bien évidemment, on vous remercie grandement d'être ici, puis on vous remercie grandement de contribuer justement à la réalisation puis à la présentation de ces balados-là. C'est tellement important, en fait, pour la communauté, puis qui nous permet de mieux apprendre sur le saumon atlantique. Mais j'aimerais ça d'abord, justement pour nos auditeurs, WSP Canada, vous êtes une entreprise qui fait quoi dans la vie? Oui, qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, merci pour l'invitation aussi, là. WSP, c'est une firme de services professionnels qui va réunir une expertise autant en ingénierie qu'en services conseil et qu'en sciences. Fait que c'est sûr qu'on va avoir au sein de notre équipe des ingénieurs de divers domaines, ça c'est certain, mais on va aussi avoir plein de scientifiques. Donc, ça peut être des ornithologues, des géomorphologues, tout ce qui est hog, on va les avoir. Hein? On va avoir des techniciens, évidemment, de la faune. On a des océanographes, comme toi puis moi, Myriam, en fait, dans l'équipe. Donc, j'en passe. Là, c'est un paquet de scientifiques et d'ingénieurs qui sont ensemble pour vraiment soutenir différents domaines, soutenir nos clients dans différents domaines. Puis les domaines, ça peut être aussi varié que les mines et minéraux. On peut aller vers le transport, on peut aller vers le bâtiment, mais on est aussi en sciences de l'environnement et de la terre, ce que moi et Alain, on travaille, en fait, dans ce domaine-là. Puis on offre c'est comme un service spécialisé clé en main à nos clients. Fait que nos clients nous approchent puis ils ont besoin d'avoir notre expertise. Des fois, c'est juste pour la planification. Un client peut nous approcher puis dire, je sais pas, j'ai tel projet de développement portuaire ou un développement dans une rivière quelconque. Nous, on est là vraiment pour l'aider à bien planifier, prévoir les autorisations environnementales, aller faire les caractérisations en amont pour être certain vraiment de pouvoir bien épauler puis de faire un concept qui fait du sens d'un point de vue environnement et social. Donc, on fait toutes sortes de choses comme ça, mais c'est vraiment un service clé en main selon les projets dans une harmonie environnementale et sociale, je dirais. Puis, tu sais, on sait que plus ça va, évidemment, il y a une complexité, mais il y a aussi un souci de l'environnement dans l'ensemble de nos projets de société qui fait en sorte que, justement, c'est tellement important de faire des bonnes études d'impact. C'est important de faire, justement, cette prévisibilité-là avec une expertise solide, là, justement, pour arrimer le côté, oui, environnement, mais des fois, il y a des considérations à avoir au niveau des infrastructures que, en fait, ça prend vraiment de très, très bonnes connaissances pour arriver à arrimer tout ça puis à présenter les meilleurs projets. Oui, absolument. Puis, tu sais, souvent, ils vont dire WSP, vous êtes rendu gros, mais en fait, nous, on le voit vraiment. Tu sais, oui, on aime bien aller, d'agir au niveau local, mais avec une envergure internationale. T'sais, on est vraiment content d'avoir une expertise autant en ingénierie que dans la science pour être capable, justement, de vraiment prévoir toutes ces petites problématiques-là puis d'aller voir les composantes autant biologiques que physiques, parce qu'il faut tenir compte de tout ça. On ne peut pas juste dire on prend en charge cette structure-là puis on veut juste s'occuper de ça. Il faut vraiment prendre en considération tous les impacts environnementaux qui sont autour. Donc, plus on a d'experts de tout horizon, mieux c'est. Puis, tu sais, c'est pas... Puis on a aussi beaucoup, puis on va sûrement en parler, là, j'en doute, là, mais tu sais, on n'hésite pas non plus à faire des liens avec les universités, à faire des liens avec des chercheurs, parce qu'on veut juste se munir, en fait, de la meilleure expertise pour être capable de mener à bien le projet, là. Fait que WSP, c'est vraiment comme une grosse entreprise. Vous avez plusieurs bureaux un peu partout. Est-ce qu'il y a plusieurs bureaux au Québec, au Canada, à l'international? Oui, exactement. En fait, au Canada, là, on est autour de 13 000 employés. Là. On a des bureaux vraiment démarqués
Seine-Maritime jusqu'à Vancouver. Au Québec, on en a plusieurs, là, je veux pas en oublier. On a un bureau à Rimouski, à Baie-Comeau, Trois-Rivières, Montréal, Québec. On en a aussi à Gatineau, on en a aussi en Abitibi. Donc, tout horizon au Québec, on est présent. Sherbrooke, absolument. À Sherbrooke aussi. Puis oui, au niveau mondial, WSP Canada fait partie de WSP Global. Là, on est plus, là, je ne vais pas me tromper dans mes chiffres, là, mais je pense qu'on passe à comme 73 000 employés. Puis encore là, ça nous permet d'avoir accès à une autre expertise, d'autres approches qui sont faites ailleurs dans le monde. Puis ça, c'est de plus en plus encouragé. Là. Il y a beaucoup de... On a des panels d'expertise là, sur Teams de différents professionnels. Puis là, les gens interagissent au niveau mondial de WSP pour s'échanger les expertises. Puis ça, ouais, ça se fait comme ça en Australie. Puis fait qu'on bénéficie aussi de cette approche-là. Puis ça, c'est franchement intéressant. Puis comment on pose ça des fois la question à nos partenaires? Comment WSP se positionne dans l'expertise mondiale? Est-ce que vous aussi, vous faites part de vos bons coups à vos partenaires de l'international? Là? Absolument, absolument. C'est ça. C'est ce qu'on vise, là. On vise vraiment d'avoir une approche. Oui, tu sais, on vise à être numéro 1, mais pas d'être numéro 1, oui, pas tant en grandeur, mais en envergure, en positionnement aussi scientifique. Là, c'est beaucoup mis de l'avant, là, le développement des experts, puis d'aller chercher la recherche. L'innovation, c'est de plus en plus sollicité aussi. Fait que je pense que c'est ce qu'on cherche, c'est de grandir, mais de grandir de la bonne façon. Là. J'aurais une question, puis là, ça va être vraiment pour Alain. Je sais que ça fait longtemps que tu travailles pour le saumon, puis en dehors des travaux que WSP mène sur le saumon atlantique, toi, brièvement, qu'est-ce que tu vois les principaux défis auxquels le saumon a à faire face là, pour son avenir? Bien, au départ, le saumon, du fait que c'est une espèce qui migre. Donc, il y a des défis à la fois en rivière et des défis encore plus grands en mer. Donc, c'est son cycle de vie qui rend encore plus complexe la gestion, le suivi, de bien comprendre comment l'espèce interagit avec les autres espèces, avec le milieu, tout ça. Donc, c'est une espèce qui n'est pas simple, c'est une espèce noble, d'ailleurs que j'aime beaucoup et que je pêche depuis plus de 40 ans. Mais il y a des défis au niveau local, je dirais, au niveau de l'habitat qu'il peut y avoir. Par exemple, une déforestation peut changer la dynamique hydraulique d'une rivière, élargir le lit de la rivière. Après ça, avec le réchauffement, donc là, on tombe dans des eaux plus chaudes qui se diffusent dans un lit de rivière plus large. Donc, c'est là qu'on commence à réfléchir à des refuges thermiques, phénomène qu'on ne parlait pas il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, qui est très à la mode. Il y a des défis au niveau en mer. Et il faut comprendre une chose. 90% des saumons adultes meurent en mer. Bon, on dit 90, mais il n'y a pas de statistiques précises là-dessus. Je dirais plus 98. Mm-hmm. OK? Donc, il faut être conscient de ça. Et la réalité en mer, c'est un gros défi, c'est la méconnaissance. Il y a tellement pour donner un exemple, le saumon a changé et les autres espèces associées qui représentent sa nourriture ont changé leur cycle de migration. Donc, ce qui veut dire que le saumon est peut-être pas nécessairement à bon endroit au bon moment, comme on dit, OK, pour se nourrir et croître, parce que l'autre espèce a changé son cycle, ou lui-même a changé son cycle, et là, il y a comme une désynchronisation entre les cycles des espèces en mer. Et là, je sais que c'est une référence à la nourriture, là, mais absolument. C'est vrai au niveau des mouvements marins, la température des mouvements marins, la disponibilité des ressources globales en mer en fait, évolue. Ce que tu me dis, là, c'est que vous êtes vraiment les présentateurs parfaits pour ce bloc d'épisodes-là, parce que c'est exactement le type de thématique qu'on a exploré, en fait, avec plein d'intervenants. Chez WSP, vous faites énormément de travaux, de projets. J'ai participé à plusieurs d'entre eux, mais Alain, raconte-moi c'est quoi les types de projets que vous avez faits dans les dernières années sur le saumon atlantique? Bien, exemple, on évolue nous aussi. Hein? Il y a
pas beaucoup. Je dirais dans les projets, ça fait 12 ans que je suis chez WSP et je pense qu'il y a 98% de mes projets, c'est recherche et développement. Toujours cet aspect-là. Donc, on a aménagé des passes migratoires pour rendre des endroits accessibles, mais en modifiant la façon de penser. Plutôt que les faire à 90-99% béton, on les fait 99% rock. Comme il y en a qui disaient, on ne remplace pas du bon rock pour du mauvais béton. Ça diminue les coûts, ça permet d'aménager des passes très éloignées en forêt à des coûts abordables et de répondre à des problématiques. Au niveau de l'accès, pour rendre des chutes plus franchissables, donc des géniteurs qui arrivent en meilleures conditions sur les frais, qui sont de meilleure qualité et donc des meilleurs reproducteurs. On a intervenu aussi quelquefois dans des projets au niveau de l'aquaculture. On favorise l'aquaculture en milieu terrestre pour éviter justement les retombées des aquacultures en milieu marin qui peuvent causer des infections ou transporter des maladies aux saumons sauvages et tout. Donc, on favorise cette approche-là. De recirculation, système en recirculation. Je pense que vous participez aussi vraiment beaucoup dans les dernières années au décompte des rivières à saumon, entre autres, oui. Avec la technologie Ichthys, duquel on avait déjà parlé dans un épisode de Semaine scientifique. Ichthys, c'est un système qui a été développé par notre unité de Sherbrooke. Dirigé par Richard Brunet, qui est un maniaque du saumon aussi, et pour décompter, justement, dénombrer, filmer le saumon, mais pas juste le fait de le décompter, le fait d'avoir une preuve tangible, on le voit, c'est intéressant, mais on travaille aussi avec des méthodes plus conventionnelles, de barrières de comptage, et on a aussi, pour valider l'efficacité des structures, utiliser des pic tags, qu'on appelle des petits tags, petits émetteurs qu'on met dans le saumon. Donc, c'est la bonne vieille approche du CMR. On les capture, on les pic tag et on les détecte après dans la passe. Donc, c'est un CMD, si on veut. et ça, on a développé une antenne avec la compagnie Aquartis, qui est là-dessus un système de détection pour mettre des passes migratoires à différents endroits. Ça fonctionne assez bien aussi. Donc, on innove autant qu'on peut pour rendre à la fois, diminuer les coûts, augmenter l'efficacité, puis surtout, avoir des meilleurs résultats. Parce que comme je dis souvent à mes clients, même à mon employeur, je ne travaille pas pour WSP, je ne travaille pas pour le client, je travaille pour le saumon. Oui, puis Alain aussi, au-delà même du développement technologique, Alain aussi est un des grands précurseurs là, chez nous aussi, de beaucoup impliquer les communautés locales aussi dans ces projets. Puis ça, c'est franchement gagnant. Puis de toutes sortes, là, que ce soit les Premières Nations ou les gens de la ville voisine. Alain prend vraiment le temps aussi d'impliquer, Alain et les autres gens qui travaillent là, chez nous, on prend vraiment le temps aussi d'impliquer vraiment la notion humaine puis communauté là, dans l'approche de nos projets au-delà de la technologie. Ouais. Ça, c'est vraiment important aussi. Oui, bien effectivement, pour pouvoir avoir des résultats durables, comme tu dis, Alain, quand on fait des projets, c'est pour le saumon, pour les gens, pour les collectivités, améliorer l'environnement dans lequel on vit, avoir de l'expertise pour prendre des meilleures décisions sur le terrain. Bien, je vous remercie vraiment beaucoup de présenter ce bloc d'épisodes. Merci beaucoup d'avoir été là. Vraiment intéressant. Puis bon succès dans vos prochains cycles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.